Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur ce nouveau live Medavise avec pour thème aujourd'hui la vaccination Covid. On est très content de recevoir le docteur Christelle Delarue qui est médecin de PMI sur Paris, mais pas que, qui est aussi vaccinologue, mais pas que, qui est aussi auteur, mais pas que, et qui a aussi un blog, mais pas que, et elle va nous raconter plein de choses sur la vaccination. Donc, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le docteur Camus, je suis médecin généraliste et aussi directeur médical de Medavise depuis un peu plus d'un an maintenant. Et nous avons la joie d'accueillir le docteur Delarue. Christelle, je vais te laisser te présenter en 2-3 mots. Oui, voilà, merci beaucoup. Donc, je suis médecin généraliste de formation. Je travaille en PMI depuis une dizaine d'années. Et devant les questions que me posaient les parents, les familles, je me suis vue dans l'obligation et puis dans l'envie de me former à la vaccinologie. Et donc, j'ai passé un DUI que je vous encourage à suivre également parce qu'il est très enrichissant de vaccinologie. Et donc, depuis, je suis une des référentes à Paris voilà, des vaccins pour le service de PMI et la petite enfance en général. Voilà. Et alors, j'ai construit un guide qui m'avait beaucoup manqué dans ma pratique et qui, j'espère, pourra éventuellement vous servir et qui s'appelle Hésitation vaccinale, les mots pour expliquer. Très bien, merci. Donc, voilà un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, un petit état des lieux sur le vaccin Covid, les contre-indications. Il y a eu déjà pas mal de questions qui nous étaient venues en amont, les histoires de consentement, la campagne de vaccination, les différentes phases, comment convaincre les hésitants, un petit rappel sur les cotations des vaccins et puis vos questions-réponses qui en fait sont un peu diluées dans toute la présentation. Surtout, n'hésitez pas. Donc, Medavise, alors c'est une société qui a été créée en 2014, qui est basée à Vannes, qui a commencé avec du téléconseil, puis de la téléconsultation dans le cadre de l'Avenant 6 en 2018. Et maintenant, on continue cette activité de téléconsultation, mais aussi on accompagne des projets de CPTS pour la partie télémédecine et gestion des soins non programmés. En 2020, on a lancé la télé-expertise. On s'interface de plus en plus avec vos logiciels métiers pour fluidifier les pratiques. Et on lance donc la téléconsultation assistée et les interfaçages avec les CPTS courant 2021. Donc voilà, on a deux grosses activités. L'activité exercice individuel entre vous et vos patients en pratique sur la téléconsultation, et puis l'exercice coordonné au niveau territorial sur lequel on accompagne les projets de CPTS. Voilà pour la petite présentation en 2 minutes. Les professionnels donc, qui utilisent Medavise ont réalisé 450 000 téléconsultations maintenant. Il y a à peu près 9 000 médecins qui utilisent la solution et on accompagne pas mal de projets de CPTS. On est 35, donc ça grandit tous les mois et on est ravis. Merci beaucoup, Nicolas. Donc voilà, donc on va essayer de faire le point sur les vaccins actuellement sur le marché en particulier. Comme vous avez vu, ça bouge pas mal au quotidien. Donc, j'ai essayé de me mettre le plus à jour possible. Donc, juste quelques petits rappels quand même sur ce virus. Donc, vous savez que ça passe par les muqueuses nasales et par la gorge d'abord, et que a priori, le premier système immunitaire qui se met en route, le système immunitaire inné permet de stopper un certain nombre de ces virus, mais pas suffisamment. Et donc, ensuite, il y a l'immunité spécifique qui se met en route, à la fois humorale, donc les anticorps, et cellulaire. La plupart des malades sont peu symptomatiques avec des symptômes ORL. On entend beaucoup parler d'anosmie agueusie et c'est pour la plupart des cas des symptômes qui restent très circonscrits à cette sphère. Vous voyez sur la gauche un petit schéma du virus avec ces fameuses spicules spike, là, les cibles des vaccins actuels. Alors, s'ils ne sont pas évidemment stoppés dans les sphères ORL, ces virus diffusent. Et donc, on a bien vu que ça pouvait donner des pneumopathies graves, voire des infections systémiques. Voilà, bon, ça je ne vais pas vous détailler, mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réponse immunitaire inappropriée qui se passe chez certains patients, qui fait qu'il y a une inflammation et donc des patients qui se retrouvent en réanimation avec un système immunitaire qui s'emballe. Voilà pourquoi on leur donne des corticoïdes pour éviter justement qu'ils ne s'aggravent.
Alors, voilà les 3 vaccins hein, qu'on a actuellement sur le marché. Alors, Pfizer, avec lequel on a commencé à vacciner maintenant depuis un certain nombre de semaines, que vous connaissez maintenant très bien, qui est un vaccin à ARN messager en 2 doses, avec 3 donc à 6 semaines d'intervalle entre les 2 doses. Et dans les études, il avait été comparé au placebo, avec une belle efficacité de 94% après 2 doses. Le Moderna, donc même modèle de vaccin, même cible, le Spike aussi, avec 2 doses également, mais 4 semaines d'intervalle entre les 2 doses, avec des études pareilles menées contre placebo et des études plutôt bien menées avec Moderna, plutôt plus jolies qu'avec Pfizer, et la même efficacité à peu de choses près. Et puis AstraZeneca, donc il y a un vaccin un petit peu différent avec un vecteur adénoviral en 2 doses à 4 semaines d'intervalle. Et pour le coup, les études avaient été faites comparées au vaccin ACYW. Alors ce vaccin AstraZeneca arrive là sous peu, mais en quantité moindre que ce qu'on attendait. Oui, Nicolas? Pourquoi est-ce que eux, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait contre placebo et pourquoi est-ce qu'ils ont fait contre ce vaccin-là? Est-ce qu'il y a Juste parce que les vaccins ARN messagers n'avaient pas d'équivalent vaccin contre maladies infectieuses à comparer. Le méningo ACYW, je ne suis pas sûre qu'il soit adénoviral, celui qu'ils ont utilisé. Il faudrait que je vérifie. Je pourrais vous redire. D'accord. Voilà, un peu la même chose, en plus détaillé. Pareil, je ne sais pas si je vais vous détailler, mais ça précise quand même les modes de conservation, ce qui nous pose le problème, la logistique actuellement pour les vaccins ARN messagers. Pourquoi il faut les conserver à des doses, à des températures très basses? C'est parce que l'ARN messager est très labile et très fragile. Voilà pourquoi ça nous pose des difficultés, contrairement à l'AstraZeneca qui sera un petit peu plus simple à manipuler, un peu moins efficace aussi. Et puis, vous avez le détail de la composition qui va être intéressant. Tout à l'heure, on va le voir pour les contre-indications au vaccin. Alors, la critique qu'on a entendue beaucoup sur les vaccins ARN messagers, c'est quand même, c'est aller bien vite. Ça nous inquiète. Est-ce que vraiment, c'est pas aller trop vite? On s'est pas un peu emballé? Alors, pourquoi c'est aller vite? Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis par les laboratoires pharmaceutiques et par les autorités sanitaires dans le développement de ces vaccins, ce qui a permis de superposer les phases d'études. Habituellement, dans une étude de développement d'un médicament, les phases se succèdent, phase 1, phase 2, phase 3. Et là, on a pu notamment superposer les phases 2 et 3. Ensuite, il y avait énormément de volontaires, de bénévoles pour participer à ces études et énormément de malades. Donc forcément, c'est aussi plus facile. Et enfin, le SARS, le virus, était déjà séquencé. On avait déjà étudié avec l'épidémie de MERS ce type de virus, donc c'était assez facile d'y aller. Et puis la technique vaccinale à ARN n'est pas nouvelle, hein, elle existe depuis une vingtaine d'années. Elle a déjà été utilisée notamment dans des pathologies cancéreuses. C'est nouveau pour l'infectiologie, mais ce n'est pas du tout nouveau comme technique vaccinale. Et puis alors effectivement, oui, voilà, depuis le 24 décembre, la HAS a lancé ses recommandations. Alors voilà comment marche un vaccin ARN messager. Donc ce qui se passe, c'est que l'ARN messager du vaccin est encapsulé, largement entendu parler, il est encapsulé dans des nanoparticules qui permettent justement de libérer cet ARN messager dans la cellule et cet ARN messager reste dans le cytoplasme, donc il ne s'intègre pas du tout dans le noyau. Et c'est dans le cytoplasme qu'il est transformé en protéines grâce au ribosome. Voilà, nos souvenirs de P1 se ravivent. Alors, si on détaille le vaccin Pfizer, donc je vous l'ai dit, un vaccin en 2 doses, alors 3 à 6 semaines d'intervalle. Hein, les études ont été faites jusqu'à 6 semaines. Hein, on nous a dit que l'État allongeait l'intervalle entre 2 doses de façon un peu arbitraire, mais non, hein, l'étude a bien montré que c'était efficace identiquement avec 6 semaines d'intervalle entre les 2 doses. Juste ce qui peut poser débat, c'est qu'entre les 2 doses, on a un risque d'attraper le virus, puisque la première dose ne protège qu'à environ 50%. Ce qui est quand même assez important. Donc c'est un vaccin multidose, hein, vous savez, maintenant on peut faire 6 doses avec un flacon qu'on conserve à moins 70 degrés et une fois décongelé, ça reste stable 5 jours au frigo. Voilà, les pays qui ont participé aux études, avec pas de patients au-dessus de 85 ans, donc c'est quand même à noter. Une première analyse en novembre 2020 avec donc cette estimation à 94% et une deuxième analyse qui a confirmé ce taux d'efficacité, avec 10 cas quand même de Covid sévère dans cette étude, dont 9 avec le placebo. Donc il y a quand même eu un cas dans le groupe vacciné, probablement l'échappement au vaccin dans les 6%. Les effets secondaires étaient essentiellement de la fatigue, des céphalées, des douleurs musculaires au décours immédiat dans les 3 jours qui ont suivi l'injection. Pour le vaccin Moderna, donc pareil, un vaccin ARN messager en 2 doses, alors à moins 20 degrés, donc les
contraintes de conservation sont un peu moindres. Des études avec tout autant de participants, pas non plus de personnes très âgées, pas d'enfants dans ni l'étude Pfizer ni l'étude Moderna. Là, actuellement, ils ont lancé des études l'un et l'autre avec des enfants à partir de, il me semble, je vous dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est 12 ans. Et principaux effets secondaires, en fait, identiques à ceux du vaccin Pfizer, c'est vraiment des vaccins assez similaires et un taux de protection également similaire. En deuxième analyse, pareil, on retrouve le même taux de protection. Voilà, et bien sûr, des cas de Covid dans le groupe placebo et assez peu dans le groupe vaccin. Alors, sur quoi ces vaccins sont efficaces? Qu'est-ce qu'on nous ont montré les études? Alors, les études n'ont pas été faites pour aller chercher s'il y avait une immunité collective ou pas. Donc, on ne peut pas conclure si oui ou non il y aura une immunité collective. Tout nous concourt à dire que oui. D'abord parce que c'est un virus respiratoire et qu'on n'a jamais vu de virus respiratoire dont le vaccin ne donnait pas d'immunité collective. Donc, a priori, oui. Les études sont en cours complémentaires pour nous dire si oui ou non on aura une efficacité sur l'immunité collective. Pour le moment, on ne peut pas conclure. On peut conclure sur le fait que le vaccin protège individuellement contre la maladie et contre la maladie grave. Donc actuellement, du coup, on maintient les gestes barrières puisqu'on n'a pas la réponse ferme à cette immunité collective potentielle. Et de toute façon, pour avoir une immunité collective, il faudrait un taux de couverture au moins de 65%, ce qu'on est bien loin en France d'avoir aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas avoir d'immunité collective? Parce qu'on pourrait dire s'il y a 65% de la population vaccinée, a priori, ça ne circule pas. Il n'y a pas d'immunité collective quand le virus mute, s'adapte trop rapidement. Et autre possibilité, c'est quand le virus a une niche écologique autre qu'humaine. C'est-à-dire il pourrait être porté par un animal. Voilà les deux raisons pour lesquelles on pourrait éventuellement ne pas avoir d'immunité collective. Mais a priori, avec ce virus-là, on aura. Donc oui, effectivement, il mute, on en entend beaucoup parler. Je vous ai mis plein de couleurs, notamment du Brésil, en hommage à Nicolas. Ces vaccins, est-ce qu'ils vont avoir une efficacité sur les souches mutantes? A priori, oui. Là, on commence à avoir des chiffres. Pourquoi? Parce que les vaccins sont dirigés contre cette fameuse protéine spike là qu'on a vue tout à l'heure, avec plusieurs ARN messagers. Donc, a priori, on couvre plusieurs antigènes. Donc, pour le moment, on est encore efficace sur les mutants. Est-ce que ça va durer? Peut-être pas. Mais en tout cas, les fabricants, c'est l'avantage de cette technique à ARN messager, nous disent qu'ils sont capables de s'adapter très rapidement aux souches circulantes. C'est aussi ce qui nous fait dire que probablement, on devra se vacciner tous les ans contre ce virus, à l'instar de la grippe. Donc, il y en a une, en fait, contre-indication, c'est l'allergie à l'un des composants. Voilà, logique, comme pour tout médicament. On ne vaccine pas un patient allergique. Ces vaccins ont la particularité de, effectivement, provoquer des chocs anaphylactiques à une fréquence 10 fois plus importante quand même que les autres vaccins. Donc, ce n'est pas négligeable et c'est pour ça qu'on prend quand même des précautions avec ces vaccins-là. Alors, très probablement, c'est lié au PEG, cette enveloppe autour de l'ARN messager qui permet à l'ARN messager de pénétrer dans la cellule. C'est probablement ce composant-là qui provoque ces chocs qui en fait sont des chocs anaphylactoïdes. Ce n'est pas une vraie réaction anaphylactique à IgE médié, mais peu importe. En tout cas, la prise en charge est la même. Donc, je vous ai remis la prise en charge du choc anaphylactique là, à gauche. Donc, un patient qui serait allergique à l'un des composants que je crois j'ai mis ensuite, on pourra revenir après sur cette diapo, mais j'ai remis, je crois, les composants. Voilà, vous avez les composants là. Bien évidemment, ne sera pas vacciné. Alors, si tu peux revenir en arrière juste, Nicolas. Donc, on résume les contre-indications en disant donc allergie reconnue à l'un des composants, en particulier le PEG, on ne vaccine pas. S'il y a eu un choc anaphylactique à la première dose, bien évidemment, on ne fait pas la deuxième dose. Ou s'il y a eu des chocs anaphylactiques itératifs, répétés, avec des allergènes différents dont on ne sait pas trop ce que c'est et qui méritent un avis allergo. Dans ce cas-là, on ne vaccine pas, on envoie chez l'allergologue et l'allergologue nous donnera son avis. Éventuellement, ce patient sera vacciné en hôpital de jour à dose progressive. Et toujours se poser la question de la balance bénéfice-risque chez tout patient qui aurait des antécédents allergiques, chez tout patient en général. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le patient qu'on sait allergique, rhume des foins, qui a de l'eczéma, qui a déjà fait une réaction allergique à je ne sais quel aliment? Voilà, alors les sociétés savantes se sont mises d'accord pour rédiger le tableau que vous voyez sur la gauche, qui est plutôt pas mal fait, moi je trouve. Ce qu'a dit l'HAS. L'HAS a dit on ne recommande pas le vaccin, HAS prudente, on ne recommande pas le vaccin s'il y a des antécédents d'allergie
grave, donc anaphylactique, dans l'attente de données complémentaires. Donc c'est ce qu'on a dit, un choc anaphylactique isolé, on sait à quoi c'est dû, n'est pas une contre-indication. En revanche, des chocs répétés, on ne sait pas trop à quoi c'est, méfiance et avis allergologique. En revanche, s'il y a eu des réactions allergiques mais non anaphylactiques, on ne se pose pas la question. Si le patient a une indication à être vacciné, il est vacciné. Et la Fédération française d'allergologie a bien dit antécédent d'allergie ou d'anaphylaxie, non, ce n'est pas une contre-indication systématique. Donc en pratique, moi je crois que c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu un antécédent d'anaphylaxie, on sait à quoi on peut vacciner le patient. En revanche, il y a eu un antécédent d'anaphylaxie, voire plusieurs, et on ne sait pas trop, avis allergologique. Et de toute façon, on ne vaccine qu'avec de l'adrénaline sous la main. Mais ça, c'est d'une manière générale, on ne devrait vacciner qu'avec de l'adrénaline sous la main. Mais là, c'est 10 fois plus de risques, donc d'autant plus là avec ce vaccin ARN messager. Alors la grossesse, pareil, a priori, ces vaccins sont contre-indiqués dans la grossesse ou en tout cas non recommandés. Pourquoi? Parce que les études n'ont pas été faites en incluant les femmes enceintes. Pour autant, il y a eu quand même 23 grossesses dans l'étude Pfizer et 13 dans l'étude Moderna, des grossesses inattendues qui se sont bien passées. Il n'y a pas eu du tout d'alerte. Donc on est assez rassurés. Et ce qui a fait dire au Collège national des gynécologues de France que pour eux, s'il y avait un avantage, s'il y avait une indication à vacciner la patiente, si elle a un risque de faire un Covid grave, on la vaccine. Donc encore une fois, la balance bénéfice-risque à évaluer au cas par cas et toujours le consentement évidemment du patient à relever. Évidemment, comme pour tout vaccin, on ne vaccine pas si le patient est fébrile le jour de la vaccination. Hein, on reporte au jour où il ira mieux. Essentiellement pourquoi? Essentiellement pour éviter la confusion des effets secondaires avec une potentielle infection sous-jacente. Alors, en pré-vaccinal et notamment en téléconsultation, voici un peu ce qu'il faudrait aborder. Donc, tout d'abord, bien évidemment, informer le patient sur les avantages et les inconvénients de ce vaccin. Il a le droit de le refuser. Une fois que le consentement est recueilli, bien le notifier dans le dossier. Alors, il avait été dit au départ qu'il fallait laisser un délai de 10 jours aux patients pour réfléchir et éventuellement se rétracter. On est un peu revenu dessus. Maintenant, on a dit que le consentement pouvait être recueilli le jour même de la vaccination. Bien évidemment, aborder avec le patient les effets secondaires potentiels, hein, qu'il soit averti de ce qui peut arriver au décours de la vaccination. Des contre-indications, ça, on évalue avec ses antécédents si oui ou non le patient présente une contre-indication. Et le maintien des mesures barrières, hein, même s'il est vacciné, et d'autant plus s'il a eu qu'une première dose, hein, parce qu'on a vu une protection que de 50%. Avant de l'envoyer au centre de vaccination, il faut que vous rédigiez un certificat d'éligibilité mis sous pli à destination du médecin du centre. C'est hyper important parce que dans les centres, visiblement, il y a des patients qui arrivent sans ordonnance, sans certificat, et du coup, il est compliqué d'aller rechercher les antécédents du patient, vérifier qu'il ne présente pas une contre-indication ou un trouble de la coagulation, par exemple, qui ferait mettre en place des précautions. Donc, dans l'interrogatoire, ben, évidemment, quel est le traitement du patient? En particulier, est-ce qu'il prend un anticoagulant ou un immunosuppresseur? Est-ce qu'il a des antécédents d'allergie? Est-ce qu'elle est enceinte? Est-ce qu'elle allaite? Alors, l'allaitement, comme pour la grossesse, hein, ce n'est pas une contre-indication ferme. Simplement, il n'y a pas eu de femmes allaitantes incluses dans les études. Pour autant, on est assez rassuré et le PRAT en particulier ne contre-indique pas la vaccination chez les femmes allaitantes. Donc, balance bénéfice-risque, il y a un intérêt à la vacciner, on la vaccine. Avec son consentement, bien entendu, éclairé. S'il y a un antécédent d'infection à Covid, on pose la question au patient. Pourquoi? Parce qu'on ne le vaccinera pas dans les 3 mois qui suivent cette infection à Covid. Et puis, bien sûr, s'il a été vacciné récemment, parce qu'on laisse 14 jours de délai entre le vaccin Covid et tout autre vaccin. On en reparlera tout à l'heure. Et bien évidemment, on lui donne un rendez-vous pour sa 2e dose. On anticipe le second rendez-vous pour éviter les perdus de vue. Alors, la campagne de vaccination, donc on est en plein dedans, elle a un peu évolué. Ce qui n'a pas évolué, ce qui est stable, ce sont les grands principes de cette campagne. Donc, l'idée était bien évidemment de faire baisser la mortalité, les formes graves de la maladie, de protéger le système de soins, de garantir la sécurité des vaccins et de la vaccination. Et puis, sur 3 principes, donc pas obligatoire, donc consentement à recueillir, gratuité et haute sécurité. Alors, c'est toujours un petit peu agaçant qu'on nous dise qu'il faut garantir la sécurité des vaccins, alors qu'on le fait systématiquement, ça crée un peu la suspicion sur ce qu'on aurait pu faire avant. C'est pas très agréable, mais voilà. En tout cas, en transparence, comme toujours, j'ai envie de dire. Et puis, la mobilisation des professionnels de santé au plus près des patients, parce qu'on a bien vu avec l'expérience H1N1 qu'il ne fallait certainement pas squeezer les médecins de première ligne, les professionnels de santé de première ligne, parce que les pharmaciens aussi, et donc les inclure dans cette stratégie vaccinale.
Voilà, donc alors, les phases se sont un peu aussi superposées, hein. On est entre la phase 2 et la phase 3 actuellement, avec une vaccination de toutes les personnes âgées de plus de 75 ans, de tous les comorbides, on verra après ce que sont les comorbidités, et des professionnels de santé âgés de plus de 50 ans ou ayant des comorbidités. Voilà les pathologies qui font indiquer la vaccination. Donc, en tout cas, la totalité des indications très prioritaires à la vaccination. Donc, les plus de 75 ans, on a vu. Les polypathologies chroniques avec au moins 2 insuffisances d'organes. Certaines maladies rares, donc vous trouvez la liste sur le site du ministère, hein, je ne les ai pas détaillées, il y en a beaucoup. Une maladie rénale avec des patients dialysés, des cancers évolutifs sous chimiothérapie, voilà, des patients transplantés d'organes ou allogreffés et des patients trisomiques de 21. Puis j'ai rajouté les professionnels de santé de plus de 50 ans ou comorbides. Donc ça, ce sont les très prioritaires. Alors en pratique, je suis cas contact. Là, j'ai déjeuné chez ma grand-mère qui est Covid plus dimanche. Est-ce que je peux me faire vacciner? Oui, mais il faut aller d'abord faire un test, alors a priori plutôt PCR, avant de se faire vacciner. Et s'il est négatif, pas de souci, je me fais vacciner. Est-ce qu'il faut faire une sérologie avant d'être vacciné? Non. Sauf si vous avez justement été en contact avec un patient positif dans les 15 jours qui précèdent le jour de la vaccination. Voilà. Est-ce qu'il y a un délai? Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure entre les autres vaccins. Donc, ça pourrait être vaccin grippe, vaccin pneumocoque et le vaccin ARN Covid. Oui, on demande 14 jours, pareil que ce qu'on a dit tout à l'heure, pour éviter la superposition d'effets secondaires dont on ne saurait pas trop à quoi ils sont dus et pour faciliter la pharmacovigilance. Voilà, il n'y a pas de contre-indication réelle. S'il y a une urgence à vacciner le patient avec un autre vaccin, on le fera. Mais a priori, c'est rare les urgences vaccinales. Le délai entre une infection Covid et le vaccin, c'est 3 mois qui sont conseillés. Après, ce n'est pas ferme non plus, hein, on peut vacciner avant. Est-ce que les traitements immunosuppresseurs contre-indiquent les vaccins ARN? Non. Tout au plus, ils seront moins efficaces chez ce patient-là, mais il est d'autant plus indiqué que les patients sont immunodéprimés. Pourquoi les enfants n'ont pas été inclus dans les études ni les recommandations vaccinales? Parce qu'ils étaient moins symptomatiques et moins graves, moins contaminés et moins contaminants. Ça change peut-être un peu là avec les mutants. On est en train d'essayer de voir ça là. On pourra en parler après si ça vous intéresse. En tout cas, voilà pourquoi ils n'ont pas été inclus. Mais là, il y a de nouvelles études qui sont menées avec ces 2 vaccins Pfizer et Moderna qui vont chercher l'efficacité vaccinale chez eux. Comment on fait chez un patient qui est sous anticoagulant? Est-ce qu'on le vaccine quand même en IM? Oui, on le vaccine en IM. Les seuls vaccins qu'il faut faire en sous-cut, c'est les vaccins vivants, pour rappel. Donc, comment on fait en pratique? On le vaccine dans le deltoïde avec une aiguille plutôt orange de 40 mm, en tout cas longue et fine, et on comprime au moins 2 minutes. Voilà, on ne masse pas, hein, on comprime. Voilà, et bien évidemment, on surveille au décours. Tout patient doit être surveillé au moins 15 minutes, 30 minutes s'il a des antécédents allergiques. Oui, Nicolas, pardon. Sur ces anticoagulants, il y a les AVK et puis les nouveaux anticoagulants, il y a de plus en plus de patients âgés qui ont ça. Oui. C'était pour rebondir sur la nécessité de la consultation prévaccinale et de l'éligibilité. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je leur donne après le papier qu'on a présenté là tout à l'heure où il y a leur code patient. Et sur l'ordonnance de vaccination, je mets qui sont sous anticoagulants et je fais un copier-coller des recommandations de l'HAS, de comprimés, de tout ça, pour que le personnel qui vaccine sache que c'est un petit peu particulier. Parce que je me dis que le patient, les liquis, il ne va pas savoir forcément ce que c'est et il va probablement oublier d'en parler. C'est tout à fait ça, et ça s'est présenté, tu vois, moi j'en discutais avec des collègues qui vaccinent et qui ne sont pas du tout ni gériatres, ni même généralistes dans leur activité, qui sont médecins de l'enfant, et qui justement, effectivement, les patients leur disent « je suis sous Eliquis », mais Eliquis, ça ne parle pas forcément. Donc en allant chercher, elles ont retrouvé que le patient était effectivement anticoagulé. Donc c'est tout à fait nécessaire, je pense, de transmettre cette information avec le certificat d'éligibilité. Merci Nicolas, ouais, complètement. Alors, dans le vaccin Pfizer, là, vous avez la notice qui vraiment précise très bien tout ce qu'il faut faire pour reconstituer le vaccin. Je ne détaille pas, hein, mais tout est très bien écrit. C'est assez facile.
Voilà, je vous rappelle on ne purge pas, pour tout vaccin, hein, on ne purge pas l'aiguille, tout au plus on purge la seringue, mais si on purge l'aiguille, il y aura moins de doses injectées au patient, hein. Donc on purge la seringue, on ne purge pas l'aiguille, il n'y a aucun risque à injecter un petit peu d'air. Voilà, et on ne fait pas de pli cutané, parce qu'initialement, il y avait eu des recommandations de faire un pli cutané, ça date du Moyen-Âge, donc on ne fait pas de pli cutané, on injecte perpendiculaire, voilà. Il faut être bien en intramusculaire. Donc ça, il y a tout plein de recommandations qui disent quelles aiguilles utiliser, mais ça, c'est plus des affaires logistiques. Donc, a priori, vous n'avez pas à vous occuper de ça, hein. Dans les centres de vaccination, tout a été anticipé, mais au cas où, voilà, ça existe. Juste sur l'intramusculaire, si par hasard ça se fait, si on tombe en sous-cut, c'est juste que ce sera moins Moins efficace. efficace, absolument, ouais. Oui, c'est pas dangereux, mais c'est dommage. Alors, quelles questions on peut vous poser et qui pourraient nous mettre en difficulté pour convaincre? Alors, c'est vrai qu'on est passé un peu de dépêchez-vous de nous trouver un vaccin à non, mais en fait, le vaccin, votre vaccin, là, on ne connaît pas trop, il nous fait peur. C'est le paradoxe français. Donc, effectivement, on est champion, hein, de la réticence vaccinale, c'est pas nouveau. C'est probablement lié à l'histoire française avec des scandales sanitaires réels et puis des scandales sanitaires un peu imaginaires qu'on a pu traverser. Il y a une étude il y a maintenant 5-6 ans qui avait dit qu'on était les premiers, hein, les premiers du monde dans la réticence vaccinale. Alors évidemment, c'est pas différent pour le Covid, hein, il n'y a pas de raison. Donc vous voyez avec environ 54-56% d'intention de vaccination, ce qui est vraiment un peu plus chez les personnes de plus de 65 ans, on est à 77%. Alors, c'est pas un peu rapide ce développement de vaccins novateurs. Donc, on a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'argent, il y a eu beaucoup de volontaires, et puis surtout, on connaissait déjà le virus et on connaissait déjà la méthode de vaccination par ARN. Donc, non, c'est pas rapide, c'est logique et c'est plutôt chouette. Mais quand même, c'est une nouvelle technologie, donc non, hein, ça date de plus de 20 ans, avec des premiers essais précliniques même en 2012. Et ces vaccins, c'est de la thérapie génique, ça on entend beaucoup. Donc non, ça ne vise pas du tout à corriger un gène malade. L'ARN messager reste dans le cytoplasme, hein, il ne s'intègre pas dans le patrimoine ADN du patient. Mais enfin, on n'est pas des cobayes. Non, les cobayes, c'est ceux qui ont participé aux études de phase 3. On voit bien là, sur ce graphique que je trouve assez sympa, le nombre de patients intégrés dans les études avant mise sur le marché d'un vaccin. Et vous voyez, on est vraiment plutôt confortable avec le Covid parce qu'encore une fois, il y a eu énormément de volontaires. Donc, on est même meilleur qu'avec le Prevnar qui était déjà plutôt chouette. Donc, non, les cobayes, ils sont là. Hein, ils sont dans les colonnes jaunes. C'est certainement pas nous. Alors, il y a eu 5 morts, il y a eu même 9 morts hein, depuis, il y en a eu 4 de plus, excusez-moi, je n'ai pas mis à jour. Il y a eu 9 morts en France suite à la vaccination. Oui, alors ces 9 morts, c'était des personnes très âgées et comorbides. Pour raisonner, il faudrait qu'on sache quel aurait été leur taux de mortalité indépendamment de la vaccination. Et puis quel aurait été leur taux de mortalité s'ils avaient attrapé le Covid. Alors, on dit que chez les personnes de plus de 85 ans, il y a 15% de mortalité de l'infection Covid. Donc, vous voyez, comparé à 9 morts, on est bien en deçà. Donc, encore une fois, la balance bénéfice-risque. Hein. Il est très probable que ces patients décédés, alors c'est très malheureux et voilà, on ne peut que le déplorer, mais il est très probable qu'ils ont mal supporté les effets secondaires pourtant plutôt bénins de la vaccination, mais il suffit qu'il y ait eu des nausées, de la fièvre pour que ces personnes se déshydratent. Et voilà. Il est important de faire la différence entre effet indésirable et événement indésirable. C'est l'occasion d'en parler. Un effet indésirable, c'est par exemple ce vaccin donne de la fièvre. Un événement indésirable, c'est par exemple je me suis fait vacciner ce matin et ce soir je suis tombée dans les escaliers. Vous voyez, donc s'il y a une concordance de temporalité, il est important de le notifier, mais très probablement il n'y a pas de lien entre les deux événements. Quand est-ce qu'on saura si vraiment ces vaccins sont sécures? Alors, en matière de vaccination, même de thérapeutique en général, on se laisse 6 mois de délai. Et en général, le pic des effets secondaires est attendu au plus tard 2 à 3 mois après la vaccination. Donc, les 6 mois, ça nous laisse un peu de marge. Voilà, donc dans 6 mois, on saura, il y aura eu énormément de monde vacciné. Même les événements très, très rares se seront révélés. Et donc, on sera complètement tranquillisé. On est déjà plutôt content. Hein. Si vous-même,
vous présentez des effets indésirables du vaccin ou un événement indésirable du vaccin, ou si vous constatez chez vos patients, il faut absolument le déclarer et que vos patients aussi le déclarent. C'est très facile. Vous allez sur le site de l'ANSM et tout se fait en ligne. Je vous incite vraiment à le faire parce que pour qu'on sache, il faut absolument qu'il y ait des remontées de terrain. Et ça, c'est valable pour tout médicament, tout vaccin. Alors, il y a une application qui est plutôt ludique et sympathique, c'est d'aller voir s'il y avait 10 000 Christelle de 41 ans qui ne se faisaient pas vacciner, ce qui se passerait. Eh ben, il y aurait 3 décès, il y aurait quand même quantité de Covid non sévère et de symptômes persistants. S'il y avait 10 000 Christelle de 41 ans qui se faisaient vacciner, ben, il n'y aurait pas de mort. Il y aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois, hospitalisation. Enfin, voilà. On arrive à se dire quand même, ça c'est plutôt sympa, avec un petit peu d'effets secondaires graves quand même là-haut, 2 effets secondaires graves. Moi, je vous incite à partager cette application avec vos patients. Hein, ça peut être assez visuel et assez convaincant. Alors au total, pour tout vaccin en fait, hein, l'idée c'est pour pouvoir répondre aux hésitants et puis soi-même être convaincu, il ne faut pas hésiter à se former, à aller s'informer, toujours avec bienveillance et humilité. On a bien vu avec cette infection à Covid qu'on changeait régulièrement d'avis, hein, même nous, médecins et soi-disant spécialistes du truc, voilà, restons humbles. Bien entendu, on s'ajuste aux préconisations, aux recommandations de l'HAS. Ce vaccin n'est pas obligatoire, donc vous devez obtenir le consentement du patient éclairé, donc en informant de la balance bénéfice-risque pour lui et des effets indésirables potentiels. On notifie toujours ce consentement dans le dossier médical. Ne pas oublier le rendez-vous de deuxième dose. Les modalités habituelles de surveillance et d'équipement, c'est-à-dire qu'on a de l'adrénaline sous la main, on surveille le patient 15 minutes, ça c'est d'une manière générale pour toute vaccination, 30 minutes s'il y a des antécédents d'allergie grave. Les autres vaccins sont possibles, mais avec 2 semaines de délai, pas de vaccin entre les 2 doses, et déclarer. N'hésitez pas, vous devez connaître tous, mais il y a cette possibilité d'envoyer une question à Infovac, qui sont hyper réactifs, c'est des gens très sympas et ils répondent à toutes vos questions sur les vaccins. Restez bien sur les vaccins parce que sinon ils vous disent vous êtes gentil mais ça ne concerne pas le vaccin, votre histoire. Et puis pour vos patients, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Vaccin France Information et Discussion que vous pouvez leur partager. On est un certain nombre sur ce groupe à répondre aux questions avec bienveillance et étayage. Et je trouve que c'est plutôt une ressource aidante avec beaucoup de patients qui reviennent nous dire merci beaucoup, j'ai fait vacciner ou je me suis fait vacciner moi-même et ça s'est très bien passé, merci de m'avoir rassuré. Voilà. On voit bien que dans les réticences, il y a des hésitants en fait, hein, il y a des vrais anti-vax convaincus et militants que jamais on convaincra, c'est vraiment une minorité, ça doit être 1 ou 2% de la population. Mais il y a essentiellement des hésitants, c'est-à-dire des gens qui cherchent à faire au mieux en fait et qui lisent tout et n'importe quoi. Et donc à nous, professionnels de santé, de faire le clair sur ces questions. Christelle, il y a une question. Quel est le nom de l'application à partager avec le patient Alors, j'ai mis le lien en oui, titre. très Je ne sais bien. pas si tu vois. Il y a un lien, voilà, titrant. Je pourrais te le repartager, mais c'est voilà, tu cliques dessus et tu le retrouves. Ok. Alors, les cotations. Alors, oui, je vous avais remis un petit peu. Voilà, merci. Je vous avais remis, bon, ça c'est vraiment de l'administratif. Alors, je crois que l'idée c'est un peu que la caisse puisse pister le nombre de vaccinations, enfin d'avoir une espèce de rétrocontrôle. Donc, il y a le code VAC qui a été mis en place et qui normalement est implémenté dans tous les logiciels métiers maintenant, que vous pouvez utiliser pour les consultations, qu'il faudrait utiliser pour les consultations prévaccinales. Et pour les consultations vaccinales. Donc, à 20 euros, on peut mettre les majorations de déplacement et les indemnités kilométriques aussi. Et on a, si on rentre dans le vaccin Covid pour l'injection, enfin si on déclare l'injection dans l'application vaccin Covid sur Amélie Pro, on a 5,40 € qui sont donnés forfaitairement, je crois que c'est le mois d'après où c'est un peu regroupé. S'il y a l'injection seule, c'est toujours le même code qui reste, mais il faut le mettre à 9,40 €. Majoration de déplacement, c'est possible. Et toujours la rémunération forfaitaire par saisie sur le site d'Amélie Pro. On peut faire les majorations dimanche et jours fériés, mais il n'y a pas les majorations de nuit. Donc, on ne vaccine pas la nuit.
On dort. Donc ça, c'était pour la ville, entre guillemets. Et pour les EHPAD et établissements, alors quand j'avais fait la diapo, les résidences services étaient censées rentrer dans le même truc, mais bon, les dernières informations d'hier ou avant-hier semblent démentir un peu ça. Il y a des majorations de déplacement qui peuvent être appliquées, mais si vous voyez 10 patients dans le même EHPAD, dans le même établissement, vous pouvez coter que 3 fois majoration de déplacement. On peut faire ça le dimanche et jour férié, mais on ne peut pas faire ça la nuit, comme je vous l'ai dit. La deuxième injection, il faut pouvoir justifier d'une consultation et pas juste d'une injection. Et on peut choisir, donc ça c'est quand on choisit de se faire rémunérer à l'acte quand on va dans un établissement, et on peut aussi choisir de se faire rémunérer de façon forfaitaire si on voit plus que au moins 15 patients, 15 ou plus patients dans l'établissement. Et à ce moment-là, il y a un bordereau à remplir pour chaque établissement où vous allez. Il y a le lien en cliquant sur le bordereau. Et les vacations sont des vacations de 4 heures qui sont payées 420 €, toute heure commencée est due en intégralité. Et si vous dépassez, ben, c'est 105 € par heure. Et là encore, toute heure commencée est due en intégralité. Là, je vous ai remis le tableau récapitulatif qui prend un peu plus de cas de figure. Et voilà, il me reste juste à vous inviter dans un mois où le docteur Cyril Gauthier, nous parlera de parcours thérapeutique sur l'obésité et le surpoids.